Et ben bonjour à tous, comme d'habitude, une vingtaine de minutes et puis quelques questions pour pas vous prendre trop de temps. Et aujourd'hui, on aborde le sujet de l'isolation thermique par l'extérieur. Euh, donc, j'attaque tout de suite. Isolation thermique par l'extérieur, on essaie d'aborder les avantages, la technique, les aides et de voir comment procéder, quelles sont les méthodes et puis surtout et aussi de répondre à vos questions. Évidemment, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, comme d'habitude aussi, on les récupère en fin de session, on renvoie une FAQ anonyme et on répond à toutes les questions par écrit quelques jours maximum après le webinaire. Alors, premier point, vous avez sûrement déjà vu des schémas comme ça, on va pas en parler pendant une demi-heure, mais on connaît tous un petit peu les principaux postes de déperdition qu'il va y avoir sur un immeuble. On connaît aussi le schéma de l'ADEME avec une maison où on va voir plus de déperdition au niveau de la toiture. Alors évidemment, ces pourcentages ne sont pas forcément vrais sur tous les immeubles, ça va dépendre de la configuration, ça va dépendre aussi de ce qui a déjà été isolé, ça va dépendre de l'année de construction du système de chauffage, de pas mal de critères en fait. Mais on va dire que c'est une moyenne, et à part pour les copros qui sont vraiment verticales avec un seul étage, voire pas d'étage, on va plutôt être sur des immeubles à 4-5 étages minimum. On va commencer à avoir le plus gros poste déperditif qui sont tout simplement les murs, avant même la toiture. Donc évidemment, d'où le fait d'isoler les murs qui devient un sujet de plus en plus important, notamment avec les interdictions de location. Donc c'est un sujet qu'abordent notamment les monopropriétaires d'immeubles en résidentiel collectif et aussi les copropriétés, pour améliorer les étiquettes des logements, à apporter un peu plus de confort et faire baisser les charges tout simplement. C'est ça vraiment l'objectif. Je reviens rapidement d'abord sur les obligations que vous connaissez certainement quand on fait un ravalement aujourd'hui, quand il concerne au moins 50% de la façade. On a l'obligation de réaliser l'isolation thermique des parois qui sont ravalées. Cette obligation, en réalité, elle a plusieurs dispenses possibles qui font qu'elle est rarement réalisée. En tout cas, jusqu'à maintenant, elle est rarement réalisée. Il nous semble, en tout cas à nous, Elio, que de plus en plus, à chaque ravalement, le sujet de l'isolation thermique par l'extérieur devient quand même beaucoup plus réfléchi, alors qu'historiquement, l'idée, c'était plutôt de trouver une manière de ne pas avoir à le faire. Mais c'est sûr qu'avec un prix de l'énergie qui a augmenté, avec des règles sur la possibilité de louer qui arrivent, des choses comme ça donne quand même envie de profiter du ravalement pour faire l'isolation thermique par l'extérieur. Et c'est vrai que ça permet d'allier les deux. On a déjà besoin de positionner un échafaudage, on a déjà besoin d'avoir des personnes qui vont intervenir sur la façade. Autant en profiter pour faire en même temps l'isolation, qui forcément coûtera du coup moins cher. Dans les dispenses qui existent, alors je ne les ai pas toutes mises, mais il y a évidemment les risques de dégradation liés à l'isolant, il y a des règles évidemment de bâtiments classés ou proches d'un bâtiment classé, il y a des règles d'emprise au sol, donc il y a plein de manières de ne pas faire une isolation thermique par l'extérieur en même temps qu'un ravalement. La principale manière jusqu'à maintenant et certainement encore aujourd'hui de ne pas répondre à cette obligation, c'est qu'on peut aussi être dispensé s'il y a une disproportion entre les avantages et les inconvénients, notamment économiques. Et notamment, si un professionnel du bâtiment fait une note qui explique que le retour sur investissement est supérieur à 10 ans, on n'a plus l'obligation de faire l'isolation thermique par l'extérieur en même temps que le ravalement. Chose qui est assez facile à obtenir, puisque ça va dépendre du devis de travaux qu'on a, il suffit qu'il soit un peu élevé. Et en plus, des retours sur investissement en 10 ans sont plutôt rares sur des travaux d'isolation, si ce n'est des postes qui sont très énergivores et peu coûteux, comme l'isolation de combles, l'isolation de plancher, il faudrait refaire le calcul, ça peut probablement fonctionner, ou l'isolation des réseaux de chauffage et d'eau chaude, qui sont des postes plutôt peu coûteux, assez énergivores. Donc on va peut-être certainement avoir moins de 10 ans de retour sur investissement, hors aide, mais sur l'isolation thermique par l'extérieur, qui est une opération plus coûteuse, généralement on ne l'aura pas. Et donc forcément, on va assez facilement se défaire de l'obligation de ravalement. Dans les règles un petit peu juridiques aussi, on a les nouvelles règles qui datent de la loi climat, qui permettent d'encourager l'isolation thermique par l'extérieur. Une des choses notamment qui a empêché parfois de le faire, même quand on en avait l'intention, c'était toutes les règles d'empiètement sur de l'espace voisin, bâtiment voisin,
Voilà, ça c'est, il y a un droit de surplomb qui a été créé par la loi climat au bénéfice du propriétaire du bâtiment qui veut faire son isolation thermique par l'extérieur. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait aucune autre solution technique qui permet d'atteindre le même niveau d'efficacité énergétique. Ou alors c'est trop coûteux. Donc par exemple pour l'isolation thermique par l'extérieur, l'autre solution est l'isolation thermique par l'intérieur. En termes de niveau d'efficacité énergétique, il n'y a pas vraiment photo entre l'intérieur et l'extérieur, on va revenir là-dessus. Il y a une règle de maximum de surplomb 35 cm et puis l'ouvrage d'isolation doit débuter au moins 2 mètres au-dessus du pied du mur pour ne pas prendre de l'espace au sol qui est peut-être un espace de passage ou autre. Et il faut indemniser aussi le propriétaire chez qui on a ce droit de surplomb. J'avance un petit peu. Donc l'ITE, c'est une des bonnes manières de répondre à des copropriétés aussi qui deviennent vétustes, hein, pas seulement sur la partie énergie, mais c'est vraiment un bon mix des deux. On a évidemment aussi le remplacement du système de chauffage, mais aujourd'hui on a beaucoup de sujets où on a des demandes de remplacement de système de chauffage pour passer à de la pompe à chaleur par exemple, ou pour passer sur des raccordements. Il est clair que quand on a un bâtiment non isolé, on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie, donc on va payer par exemple sur un raccordement à un réseau de chaleur une police d'abonnement beaucoup plus élevée puisqu'on a besoin de plus de chaleur. Sur une pompe à chaleur, on va se retrouver avec une pompe à chaleur, j'avais déjà fait une intervention là-dessus, mais qui est surdimensionnée pour répondre aux besoins en chauffage d'un immeuble qui est mal isolé. Donc on conseille plutôt de ne pas installer de pompe à chaleur tant qu'on n'a pas isolé son immeuble. Donc la première chose, c'est vraiment cette isolation thermique par l'extérieur. Quand je dis ça, j'englobe vraiment tout, aussi la toiture et les planchers, même si aujourd'hui on parle surtout des murs. Donc sachant que les murs, selon l'ADEME, alors ils sont un petit peu plus faibles que ce que j'avais comme schéma au début, mais disent qu'on a une déperdition entre 20 et 25% par les murs, et conseille aussi de réaliser une isolation thermique plutôt par l'extérieur, puisque c'est un manteau protecteur, on a une continuité de l'isolation, et on va aussi pouvoir retenir la chaleur en hiver et la fraîcheur en été grâce à cette isolation. Évidemment, on l'a mis en bas à droite, il n'y a pas d'intervention dans les appartements qui sont occupés, ce qui simplifie aussi beaucoup la démarche, même s'il y a évidemment des contraintes d'avoir un échafaudage devant ses fenêtres pendant quelques semaines, voire plus, mais ça reste quand même moins contraignant que de devoir vider son appartement pour avoir l'intervention d'équipes de chantier chez soi. En termes de gains énergétiques, alors ça, je l'ai pris sur un des audits énergétiques qu'on a réalisé au hasard, mais j'aurais pu le prendre sur vraiment n'importe lequel. C'est vraiment le premier poste qui est mis en avant par les bureaux d'études, de manière générale, sauf si c'est impossible, ou sauf s'il y a vraiment d'autres postes qui ne sont pas du tout traités. Ils sont essentiellement dans 90% des copropriétés qu'on accompagne, par exemple, dans une rénovation globale, ce qui est le cas ce qui est l'objectif de cet audit-là sur une copropriété à Toulouse. On va avoir l'isolation thermique par l'extérieur qui est le premier poste et qui va souvent, à lui tout seul, chercher 25-30% de gains énergétiques. Quand on veut une rénovation globale, on cherche 35, donc on commence souvent par l'isolation thermique par l'extérieur et puis on va rajouter 2-3 choses. Là, vous voyez que dans le scénario A, programme A qui fait 38% de gains énergétiques, il y a l'isolation des murs, il y a la mise en place d'une ventilation essentielle quand on fait l'isolation, évidemment, parce que sinon on va avoir un immeuble qui est très bien isolé, mais qui aussi va avoir des problèmes d'humidité, va probablement, on va avoir des murs qui moisissent à cause de cette bonne isolation, mais sans ventilation à l'intérieur. Et mise en place de robinets thermostatiques. Vous voyez que c'est essentiellement l'isolation des murs par l'extérieur qui fait le gain énergétique ici, et avec ce programme, on atteint 38% selon un calcul conventionnel THCEX. Donc c'est vraiment le premier poste qui va chercher le plus de gains, qui va permettre de faire descendre l'étiquette énergétique. Voilà. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est l'isolation thermique par l'extérieur? Ça paraît peut-être complexe quand on ne voit pas trop comment on pourrait faire, mais en fait, c'est assez simple. On fait un ravalement de façade classique, sauf que en plus de ça, on va rajouter des couches d'isolant en dessous de la finition. Donc, on va aller poser des plaques d'isolant sur le mur qui vont être fixées par des chevilles, par exemple. Et on va ensuite faire une finition. Je vais créer les différentes possibilités de finition. Je ne sais pas si c'est que moi, Dimitri, mais je crois qu'on t'entend très bien taper. Ah, désolé, je vais couper mon micro. Ça fait un peu de bruit.
Du coup, voilà. Donc depuis, donc c'est un ravalement qui est normalement obligatoire, hein, comme je le disais, sauf qu'il y a pas mal de dispenses. Enfin, une isolation, pardon, qui est normalement obligatoire, même s'il y a beaucoup de dispenses, et donc qui peut prendre plusieurs formes différentes. On explique ensuite les possibilités techniques différentes. Mais voilà, nous, ce qu'on voit dans les audits, c'est que ça permet d'atteindre jusqu'à 30% d'économie sur la consommation totale. On a vu quelques cas où on atteignait même 35%. Ça, c'est vraiment si tout le reste est bien isolé et qu'il ne reste plus que les murs. Ça pourrait vouloir dire que toute la déperdition, une grosse partie en tout cas, se fait par les murs. En général, on est plutôt autour de 20-25% de gain énergétique en faisant une isolation thermique par l'extérieur. Ça permet de réduire les déperditions, évidemment. Ça limite énormément les ponts thermiques, notamment si on compare à l'isolation thermique par l'intérieur, puisque l'isolation thermique par l'intérieur, on va avoir chaque appartement qui va être isolé par l'intérieur, mais on va avoir des ponts thermiques entre chaque appartement, puisqu'on va avoir une dalle béton à cet endroit-là qui conduit très bien la chaleur ou le froid, et donc qui va produire une déperdition. Et on va aussi avoir potentiellement dans l'isolation thermique par l'intérieur plus de chances d'avoir des problèmes de condensation, des problèmes de façade aussi qui subit plus les dérèglements climatiques, qui subit plus la pluie, alors que l'isolation thermique par l'extérieur ajoute une protection supplémentaire à l'immeuble. Alors, juste quelques petites images. Il n'y a pas de limite à l'isolation thermique par l'extérieur. Aujourd'hui, il y a des finitions qui se font, qui sont très, voilà, qui peuvent reprendre du style ancien, qui peuvent faire de la fausse brique, des choses comme ça. La règle globale, quand on discute avec des personnes qui font de l'isolation thermique par l'extérieur, c'est qu'à 3 mètres, on puisse pas voir la différence. Évidemment, si on vient regarder à 10 cm, on va bien se rendre compte que c'est pas du vrai, entre guillemets, mais on arrive à faire des choses qui sont bien. C'est vrai que le cas le plus classique, c'est des copropriétés des années 60-70, totalement en béton, comme j'ai montré avant, 30 cm de béton et aucune isolation. Là, en plus, il y a une déperdition qui est importante, donc il y a un gain plus important, il y a une facilité aussi de pose de l'isolation thermique par l'extérieur qui fait que ça va être moins coûteux. Donc c'est évidemment plutôt ces copropriétés-là qui vont aller sur ce type d'intervention. Alors comment ça marche? C'est une fixation au support. Le support, c'est le mur tel qu'il existe, avec un isolant thermique en premier lieu, donc qui va être fixé soit collé, soit par des chevilles. Selon les types de bâtiments, on doit respecter une certaine résistance au feu. Donc en général, sur une copropriété, on va être sur de la laine de roche, qui a une bonne résistance au feu. Sur une maison, on peut mettre plutôt du polystyrène ou des choses comme ça. L'idée étant qu'il y ait une combustion suffisamment lente, parce que totalement ininflammable, ça n'existe pas vraiment, mais il y a des règles de temps de combustion ou de réaction au feu ou de résistance au feu qui doivent assurer que on puisse rapidement quitter l'immeuble si un jour il prenait feu. On a ensuite un sous-enduit armé et on a une finition. Donc cette finition, je le remontre après, il y a plusieurs possibilités. Il y a un petit schéma en haut à droite qui vous montre la différence entre une isolation par l'intérieur et par l'extérieur. On voit bien sur l'isolation extérieure qu'on va avoir du coup une protection aussi de la façade qui va pouvoir avoir une meilleure durabilité dans le temps, puisqu'elle va avoir une température plus stable à l'intérieur et même dans la façade, ce qui n'est pas le cas avec l'isolation thermique par l'intérieur. Et moins de risques de fissuration, une meilleure résistance à la pluie tout simplement. Donc voilà, c'est quand même une des manières aussi de revaloriser l'immeuble sans perdre d'espace aussi, évidemment. Je ne leur dis pas, mais l'isolation thermique par l'intérieur va prendre quelques 8 à 12 cm, on va dire, si on veut respecter les règles. À l'intérieur des appartements, c'est peut-être un luxe que certains appartements peuvent se permettre s'ils ont beaucoup de surface, mais en général, c'est quand même dommage de perdre quelques mètres carrés pour faire de l'isolation thermique par l'intérieur, surtout si on a la possibilité de le faire par l'extérieur. Avec des différents types de finitions, donc ça peut être taloché, c'est le plus fréquent qu'on constate, c'est tout à gauche, c'est taloché blanc, c'est un blanc un peu cassé, c'est ce qu'on voit un petit peu partout sur des immeubles ravalés, mais tout est un peu possible. Donc à droite j'ai mis quelques exemples, mais il y a des imitations pierre, des choses comme ça qui sont possibles. Notamment ça va être régi par le plan local de l'urbanisme et en échangeant avec les architectes des bâtiments de France pour voir quelle est la méthode qui va être acceptée et acceptable. Plus on est sur des choses complexes, plus évidemment ça peut être coûteux. Voilà
petit exemple du cas le plus classique, c'est des panneaux en laine de roche qui sont fixés de cette manière-là, avec ensuite la finition qui va venir derrière, vissée avec des chevilles, et ensuite un enduit de finition qui peut être voilà, en plâtre, en ciment, en chaux, etc. Cas plus fréquent peut-être dans le tertiaire, donc je ne vais pas y rester trop longtemps, mais voilà, avec un bardage, donc on peut faire différents types de finitions en métal aussi. Là, c'est un exemple plutôt bois, mais voilà, ça peut être aussi fait de cette manière-là, et ça permet une facilité qui est de les changer si elles sont abîmées, ou de changer la partie bardage au bout d'un certain temps sans rechanger tout le complexe, toute l'ossature. Quel coût? Ça, c'est un des points, je pense, qui est assez important. Alors, le point positif de l'ITE en copropriété, c'est qu'il est moins cher qu'en logement individuel. D'après l'Observatoire de la région Grand Est, on est 57% moins cher, donc environ 5 800 € par appartement. C'est la moyenne qu'ils ont constatée, contre 13 500 pour une maison individuelle. C'est très logique. On partage des surfaces extérieures qui sont moins importantes, puisque dans une maison, on va avoir les 4 murs, et dans un appartement, en général, on va en avoir un petit peu moins. On va être un petit peu coincé entre d'autres appartements, donc on va avoir moins de surface à financer. Et puis les équipements communs, les échafaudages, les choses comme ça, tout ça se met en commun, donc c'est un peu plus intéressant de le faire en copropriété. Ça reste quand même un coût assez élevé. Je pense que j'ai un cas concret juste après, d'une résidence par exemple qu'on a réalisée à Bois-Colombes, qui s'est terminée il y a quelques semaines, et pour laquelle voilà, on a un coût de chantier pour 363 mètres carrés de 57 000 €. Donc on est autour de 150 € par mètre carré. Ça ne veut pas dire qu'un chantier d'isolation thermique par l'extérieur coûte toujours 150 € par mètre carré, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Ça peut dépendre de la complexité, du nombre de fenêtres, du nombre de points singuliers, des cheminées, des gouttières à déplacer, des choses comme ça. Il y a plein de critères techniques, évidemment, pour faire une isolation thermique par l'extérieur réussie, mais on est à peu près dans ces eaux-là sur des immeubles de cette taille. Comme vous voyez, il y a aussi des aides. Je vais revenir dessus. Là, il y a une aide que vous voyez qui est très faible, puisqu'on a 2600 € d'aide pour un chantier à 54 000 €. Donc, on est quand même sur des aides de l'ordre de 5%. Alors, ce serait bête de ne pas les prendre, évidemment, puisqu'elles existent. Ça reste quand même trop faible pour que ce soit vraiment incitatif pour déclencher un chantier. C'est pour ça que je mets surtout l'accent sur l'intérêt de faire de l'isolation thermique par l'extérieur, sur les avantages, sur les avantages pour le bâtiment et les avantages en termes de gains énergétiques. Donc les aides qui sont disponibles, c'est les certificats d'économie d'énergie. C'est l'aide qui était versée juste avant, 2600 € sur ce chantier-là. Il y a aussi MaPrimeRénov' copropriété, il y a aussi des éco-prêts à taux zéro. Il y a évidemment, je ne vais pas le redire, on a déjà fait des webinaires sur les aides, la TVA 5.5 ou d'autres possibilités de financer son chantier. Il y a des aides locales. Voilà. Ce qui est très clair, ce sera l'ouverture de ce webinaire, c'est que aujourd'hui, les aides, on l'a vu sur ce chantier-là qui n'a que 2600 € d'aide, ne sont pas optimisées pour des monogestes. Et l'ITE, bien que ce soit un geste assez important, reste entre guillemets un monogeste. Et ce qui est plutôt aidé dans le cadre des aides, c'est le cas de MaPrimeRénov' copropriété et des C2E qui vont donner des aides plus importantes, c'est la rénovation globale. Donc d'aller faire un bouquet de travaux et d'aller chercher un minimum de gains énergétiques, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'avantage, c'est que quand on envisage de faire une isolation thermique par l'extérieur, en général, on est déjà assez facilement à 20-25% de gains énergétiques, parfois plus. Et donc, on n'est pas très loin de la limite fixée par ces différentes aides pour les obtenir, qui est de 35% de gains énergétiques. Je pense avoir un cas concret juste après. À Amiens, par exemple, un bâtiment d'une trentaine de logements, sur lequel isolation des murs par l'extérieur, isolation des toits terrasses, plancher bas et mise en place d'une VMC. On a un gain énergétique de 49%, donc ils sont même allés plus loin. Ils auraient certainement pu faire simplement les murs et les toits terrasses. On serait probablement déjà avec la VMC à au moins 35%. Et donc, ils ont un montant d'aide qui là est beaucoup plus conséquent, puisqu'on a 480 000 € de travaux et on a
193 000 euros d'aide. Donc une bonne partie, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on doit être à entre 30 et 40% de financement sur cet immeuble-là. Et donc, on a tout intérêt, quand on envisage une isolation thermique par l'extérieur, à regarder si on peut aller un petit peu plus loin et à aller chercher ces aides-là qui, pour le coup, sont plus conséquentes. Un prérequis pour ça, c'est tout simple, c'est un audit énergétique par un bureau d'études RGE qui va définir les scénarios de travaux et définir les gains énergétiques qu'il y a en face. On n'a pas besoin, comme je l'ai déjà dit, de vérifier ensuite qu'on a effectivement atteint 35% de gains énergétiques. Ce serait un peu risqué de le vérifier et d'apprendre que on est à 34%. C'est l'audit énergétique qui définit ce scénario. Il doit être validé par un bureau de contrôle. Mais c'est ça qui va définir les 35% de gains énergétiques et donc la certitude d'avoir accès à ces aides. Voilà, ça fait le tour pour la partie isolation thermique par l'extérieur. Je ne sais pas s'il y a des petites questions, Dimitri. Oui, il y a quelques questions auxquelles j'ai répondu en direct dans le chat, mais je vais en faire passer quelques-unes à l'oral pour que tout le monde puisse prendre connaissance des réponses. Il y a notamment une question de Luc Antouns qui demande « Peut-on espérer une isolation inférieure à 12 cm ?» parce qu'il s'avère que parfois c'est trop épais pour des raisons architecturales. Alors, je pense qu'on ne peut pas. Ça va dépendre des... alors, il y a des isolants minces qui existent. Je vois que tu as répondu ça. Il y a des isolants qui peuvent faire 5-6 cm qui existent. Ils ne sont pas forcément assermis. Ils n'ont pas forcément les règles qui leur permettent d'obtenir les aides. Donc, c'est à vérifier en fonction de chaque type d'isolant. Je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est quand même un secteur où il y a de l'innovation. Puisque c'est un secteur dans lequel les industriels investissent. Il y a un gros sujet de rénovation sur les prochaines années pour eux. Donc c'est pas du tout impossible que dès maintenant ou dans les prochains mois, on arrive à faire quelque chose de moins que 12 cm. Moi, de ce que j'ai vu pour l'instant récemment, on est toujours effectivement à plus de 11 cm pour respecter, avec des isolants qui soient conformes, pour respecter les règles, on est toujours au moins à ça. On va prendre cette question-là. Est-ce que les aides sont valables pour des résidences secondaires? Alors, oui, elles sont valables. Si je prends par exemple les aides MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' entre guillemets individuelles, elles sont valables jusqu'à 3 résidences secondaires entre guillemets. Donc des résidences qui seraient louées pour des résidences secondes. Alors, donc ça c'est pour un bailleur, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un dedans. Pour une résidence secondaire, elles ne sont pas valables. Ça, c'est les aides MaPrimeRénov' non copropriété. Dans MaPrimeRénov' copropriété, la règle est un petit peu différente. C'est au moins 75% d'habitation principale dans l'immeuble. Et ensuite, c'est une aide au syndicat des copropriétaires. Donc, si c'est un immeuble de résidence secondaire, par exemple un immeuble en bord de mer qui est uniquement, ou en tout cas à plus de 25% de la résidence secondaire et qui est peut-être louée sur, même si elle est louée sur Airbnb ou sur d'autres types de sites, ça va être de la résidence secondaire. Là, on ne sera pas éligible à MaPrimeRénov' copropriété. En revanche, s'il y a 2-3 appartements secondaires sur un immeuble de 30 ou 40 logements, l'aide arrive pour tout le monde, même pour ceux qui ont un appartement en résidence secondaire. Et, on va peut-être prendre une dernière question qui a été posée 2 fois d'ailleurs. Il nous a été demandé quel était en moyenne le retour sur investissement, aussi bien sur un ravalement de façade avec pose d'un isolant que pour une rénovation globale en copropriété. Alors, très bonne question, assez difficile d'y répondre parce que alors ça dépend si on prend en compte les aides ou non, et ensuite ça va évidemment dépendre de chaque projet, de ce qu'on fait, de la situation initiale. Donc c'est vraiment pas très simple de répondre. Je sais qu'on a des cas de rénovation globale sur lesquels on a des retours sur investissement après obtention des aides qui sont de 12-13 ans, ce qui nous semble très très bien, sachant qu'en général on arrive à mettre en place, enfin on arrive même toujours à mettre en place, puisque dans le cadre d'une rénovation globale, on y a droit à un éco-prêt à taux zéro. Donc en fait, les prêts vont être financés, enfin les travaux, les quotes-parts vont être financés à taux zéro sur une durée de 15 ou 20 ans. Et donc en fait, on peut avoir des opérations où, entre guillemets, on est gagnant dès le lendemain, puisqu'on va rembourser une mensualité de prêt à taux zéro, mais on commence déjà à faire des économies qui sont plus importantes que ce qu'on a dépensé.
c'est un petit peu le cas idéal. En général, on travaille nos modèles de travaux et nos scénarios de travaux pour essayer d'obtenir ça, parce que du coup, ça devient un investissement qui est rentable pour tout le monde, et même sans prendre en compte l'augmentation de la valeur verte du logement ou des choses comme ça, c'est de toute façon, ou le confort, ça devient tout de suite rentable. Je pense que je peux pas répondre à plus de précision à cette question, parce que ce sera vraiment très, très différent sur chaque immeuble. Du coup, je pense qu'on est bon en termes de timing, non? Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, très bien. Je vois qu'il y a encore quelques questions. On peut peut-être, de toute façon, ouais. on répond dans la FAQ qu'on envoie juste après. Donc, effectivement, on est dans notre timing. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Et puis, j'ai les webinaires qui suivent. On aura le 2 février. Il y a des changements sur MaPrimeRénov' copropriété qui démarrent au 1er février. Ça a déjà été annoncé fin décembre. Donc, on reviendra là-dessus pour les expliquer. Le 2 mars, on parlera de l'audit réglementaire obligatoire pour les passoires énergétiques. Ça concerne les monopropriétés, cet audit réglementaire obligatoire, donc plutôt des maisons généralement. Et le 13 avril, on parlera de photovoltaïque aussi, qui est un sujet sur lequel on est de plus en plus sollicité. Merci à tous de votre attention. Et comme l'a dit Tanguy, je précise que la présentation, je pense, sera téléchargeable via un lien en fin de présentation et qu'elle vous sera adressée par mail, comme on nous a posé la question 2 fois dans le chat. Vous aurez bien tous les éléments, en même temps que toutes les réponses aux questions via la FAQ qu'on n'aura pas eu le temps de traiter lors de cette présentation. Merci, au revoir. Merci à tous, bonne journée.